Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live qui clôt la semaine sur l'astronomie et l'espace. J'espère que tout le monde a pu voir le quiz, a pu répondre. On a eu tout à l'heure, j'ai regardé, il y avait 180 réponses. J'espère que vous avez vu notre superbe vidéo tuto et nos conseils lecture aussi. Et ce soir, on va passer un moment avec Fabrice Lamareille, qui est dans l'écran à côté, avec son chat, qui est un chat spatial évidemment. Fabrice Lamareille, qui est docteur en astrophysique et qui est enseignant à l'IPSA. Écoute Fabrice, je te laisse te présenter. Oui, bien, merci Nicolas. Je suis docteur en astrophysique, en effet. J'ai fait 10 ans de recherche à l'IRAP à Toulouse. Et depuis 10 ans aussi, maintenant, je suis à l'IPSA, qui est une école d'ingénieurs à Toulouse, spécialisée dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale. Et ce sont les deux matières, justement, que j'enseigne dans cette école. Super. Oui, je rappelle à tout le monde, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mon collègue Simon, qui a fait la conférence la semaine dernière, se fera un plaisir de me les envoyer et on essayera d'y répondre. On va commencer comme la semaine dernière, par la même question qui, je pense, va devenir un petit rituel avec tous nos invités. Si tu n'avais pas fait de l'astrophysique ou de l'enseignement, qu'est-ce que tu aurais aimé faire, en fait? Est-ce que tu serais resté dans les sciences? Est-ce que... Alors oui. Moi, j'ai une âme de chercheur, j'ai une âme d'homme qui aime le débat. Et je pense que j'aurais été journaliste, peut-être policier, ce genre de métier d'enquête. Donc toujours rester dans la recherche, essayer de chercher la vérité. Ouais, essayer de comprendre. Essayer de comprendre ce qui se passe autour de toi, oui. Exactement. Ah, c'est pas mal. C'est intéressant. Et tu aurais préféré police standard ou police scientifique pour rester un peu dans tout ce qui est science, même si on passe sur de la biologie ou de la chimie? Je pense que la police standard, c'est pas mal aussi. Recevoir des gens entre quatre yeux et essayer de les faire avouer. Ça ferait le lien avec mon métier de prof. Donc, tu traumatises à ce point tes élèves? Non, je les traumatise pas, ils m'adorent. Et d'ailleurs, Damien, qui est mon collègue professeur, qui est là ce soir, pourra confirmer sur le chat que tous les élèves m'adorent, n'est-ce pas, Damien? Il a l'air convaincu, oui. Oui. Il y a une deuxième question rituelle de la part de Lizou. Tu as eu combien au quiz? J'ai eu combien au quiz? Oh, je me souviens pas, fallait me dire que tu allais me poser cette question, je sais plus. J'ai dû avoir... C'était sur combien déjà? Sur 10? C'était sur 10, c'était un point par réponse. Oh, allez, j'ai eu 10, c'est sûr. Oui, te connaissant, je pense que tu aurais eu 10. C'est probable, c'est probable. Ça cache la mauvaise note. 9, je sais pas. Oui, 9. Oui, je crois qu'on avait discuté, il y avait une question où tu n'étais pas sûr. Il me semble. Ouais, c'est possible. Je me souviens plus laquelle. C'est une de celles dont on va parler, je crois. C'était celle sur l'éclairage dans la station. Ah oui, exact. Oui, là, c'est vrai que j'en avais pas la moindre idée. En effet, tu m'as appris quelque chose. Donc tu aurais eu autant que notre stagiaire, la super Lucienne, qui pour l'instant a une des meilleures notes dans l'équipe, je crois. Si je ne me trompe pas, je vais me faire incendier par mes collègues de dire ça. Aïe, aïe, aïe. Mais pour l'instant, c'est Lucienne qui a eu la meilleure note. Et combien elle a eu, Lucienne? Elle a eu 9. Ah, je ne sais plus quelle question elle a raté, mais elle a quasiment eu un sans faute. C'est pas mal. Je vois que l'équipe, en effet, se rebelle là dans le chat. C'est bien. C'est dit maintenant. C'est à la postérité. Et justement, on va passer un petit peu aux questions. Petite information, on va essayer un petit peu de modifier les quiz. C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. On s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu compliqués à répondre et surtout, Google Form ne nous permet pas de faire exactement ce qu'on voudrait. Donc, on va essayer de les modifier pour la semaine prochaine et les semaines suivantes pour les rendre un petit peu plus simples. En tout cas, que les gens puissent avoir plus de points. Puisque comme cette semaine et la semaine dernière, la moyenne était à 5. La médiane aussi, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont eu des super bonnes notes. Mais on va essayer de simplifier un petit peu les choses et de faire quelque chose qui reflète un petit peu plus les réponses.
Cette semaine, la question qui a eu le moins de bonnes réponses, c'était la question numéro 2. Dans la station spatiale, pour manger, de quoi les astronautes disposent? Donc il fallait cocher les quatre réponses. C'était un petit peu un piège. C'était pervers. Mais c'était un petit... Oui, c'est ma faute. Je trouvais que c'était intéressant. Non, je fais ça souvent. Au début de mes cours, je fais des quiz et souvent, il faut cocher toutes les réponses, en fait. Et ils se font avoir. Donc ça va, je me sens un peu moins coupable d'avoir fait ça. Tout à fait. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la nourriture des astronautes. Alors, les astronautes, ils mangent pas mal lyophilisé, c'est vrai, parce que l'eau, ça a une masse. Hein, donc, quand on veut envoyer de la nourriture dans l'espace, on a un prix au kilo et on veut réduire cette masse au maximum. Donc, on enlève l'eau qui est dans les aliments, on la remet ensuite. Alors, au passage, c'est d'ailleurs de l'eau recyclée, hein, assez souvent. Tout à fait, oui. De l'urine recyclée qu'on met dans les aliments pour les manger. Bon. Ouais, pas que ça, si mais une grosse partie. Si vous avez déjà mangé des nouilles à la maison, le principe est à peu près le même. Hein, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. C'est aussi de l'urine recyclée. Voilà, après, il faut savoir aussi qu'on mange aussi de bonnes choses dans la station spatiale. Hein. Les astronomes, ils aiment bien manger aussi des trucs qu'ils aiment. Oui, c'était ce que j'avais affiché. Ouais. La photo que j'avais affichée, c'est une vraie photo de la mission Proxima de Thomas Pesquet. Et c'est Pierre Armé qui lui a fait des macarons à la framboise, si je me souviens bien. Ah, okay, et c'était des macarons qui ont... Non, c'est sur la photo du quiz. Là, je ne l'ai pas pardon. J'ai peut-être sous la main là. J'ai cru que c'était je l'ai là, je peux la réafficher. Hop, il faut juste le temps qu'elle charge. Donc là, c'est bien des oranges, hein, on est d'accord. Là, sont des oranges. On voit une espèce de grosse forme rectangulaire argentée qui flotte au milieu. C'est pas une orange, du coup, c'est une espèce de gourde, ce qu'on appelle un water pouch, dans lequel ils mettent l'eau pour éviter qu'elle ne se promène. Mais sur la photo, c'était des macarons de Pierre Hermé, donc un chef parisien, un pâtissier parisien assez connu, qui a fait exprès pour Thomas des macarons, et ils ont dû revoir les recettes, puisqu'il fallait que les macarons soient un petit peu résistants, parce que sinon, au décollage de la fusée, vu les vibrations, ça se serait mal passé pour les macarons. Voilà, les vibrations et léger, quand même, aussi, qui se prennent. Ouais. Oui, le macaron, c'est toujours léger de toute façon. Ouais. Eh ben, il a l'air de bien s'amuser, ce cher Thomas. On est content qu'il retourne dans l'espace bientôt. 2021, oui. D'ailleurs, c'était jusqu'à hier ou aujourd'hui le concours pour trouver le nom de sa mission. Ah, et alors on n'a pas la réponse, j'imagine. Non, c'était la participation était jusqu'à hier ou aujourd'hui. D'accord. Et donc les résultats devraient être... je sais pas, Maxima, un truc comme ça. Je sais, j'ai cru apercevoir sur Twitter qu'il y avait un gros débat entre Luca Parmitano, un autre astronaute italien, qui est de la même promotion que Thomas, qui avait proposé plusieurs noms, et Thomas, a priori, n'était pas d'accord avec ces noms. Donc Luca espère que le peuple sera d'accord avec ces noms, juste pour embêter Thomas, j'ai l'impression. C'était assez marrant. Mais je me demandais pourquoi tout le monde l'appelle Thomas, alors qu'on ne le connaît pas personnellement. Je sais pas. Parce qu'il est connu, je pense, c'est comme Johnny, on l'appelle Johnny parce qu'il est connu. Et quand on dit Thomas et qu'on parle du spatial, je pense que tout le monde sait de qui on parle. Je ne sais pas dans le chat si on parle de Thomas, à part votre petit-neveu ou votre cousin. Dans le spatial, est-ce que vous voyez d'autres choses? Alors, il y a une question sur le chat, en effet. Tu disais, si on enlève l'eau, comment on la remet dedans? Comment on la remet? Alors en fait, les aliments lyophilisés, ça se présente sous forme de poudre. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du bolino ou des nouilles, comme je disais tout à l'heure, des nouilles japonaises. Donc c'est un solide où il n'y a plus d'eau dedans. Donc il suffit de reverser de l'eau chaude et il va reprendre sa forme initiale. Oui, cette eau-là, elle est envoyée régulièrement par cargo. Ils ont une réserve d'à peu près 900 litres d'eau, si ma mémoire est bonne, dans la station. Et donc, c'est cette eau-là, que disait Fabrice, qui est recyclée ensuite. Pas à l'infini, mais le taux de recyclage est quand même pas mal. Mais ils ont tous les ans plusieurs tonnes d'eau qui leur en sont envoyées par les différents cargos qui existent. Pour pas que les astronautes meurent de soif. Ce serait quand même assez embêtant. Ouais, parce qu'on perd toujours de l'eau. On ne peut jamais tout recycler complètement. Non.
Et même pour la nourriture, ils font pousser depuis quelques années de la salade. Là, c'est Peggy Whitson pendant la mission de Thomas Pesquet. Et de temps en temps, ils la mangent. Donc ça leur fait un apport de produits frais. Elle est très fière de sa salade. Elle est très fière de sa salade. C'est pas la première à l'avoir mangée, mais elle est très fière de sa salade. Ouais. Donc ça, c'est dans l'optique aussi de missions plus lointaines, hein, pour aller un jour peut-être sur Mars ou même en orbite autour de la Lune, cultiver sa propre nourriture pour vivre dans l'espace. Bon, on voit bien sur l'image là qu'il n'y a pas de quoi nourrir quand même 6 personnes pendant des mois. Clairement donc, pas. On n'est pas encore au bout des recherches. Mais en tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser avec cette salade. Là, il s'était fait je crois que c'était un petit entremets avec des crevettes, quelque chose comme ça. Est-ce que sa femme est au courant? J'espère, oui. Est-ce que son mari est au courant aussi? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si elle est mariée, cette dame. C'est une très bonne question, je ne sais pas. Mais non, mais ça a été bien, Thomas a bien documenté sa mission, donc on a pu voir pas mal de choses qui se passaient à l'intérieur de la station. Et c'était quand même assez intéressant. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question là-dessus pour finir? J'ai pas l'impression. Il y a une petite remarque sur le space cake. Je ne sais pas si c'est politiquement correct d'en parler. On risque de se faire censurer. Donc, il faut faire gaffe. Ouais, mais par rapport à ça, on peut peut-être préciser qu'il y a parfois de la vodka dans la station internationale. Ouais. C'est pas très autorisé, mais bon, on va dire que c'est vrai. On passe un peu l'éponge. C'est-à-dire que ce que vous avez vu dans le film Gravity, qui comporte quand même de nombreuses erreurs, le moment où on voit George Clooney récupérer de la vodka dans le Soyouz est à peu près plausible, puisqu'en effet, il y a eu plusieurs fois de la vodka qui a été envoyée. Et c'était un astronaute français, je ne sais plus si c'était Jean-François Clairvoy ou un autre, qui était content parce que dans son bœuf bourguignon, il y avait un petit peu de vin rouge. Ça lui avait fait plaisir d'avoir un peu de vin français dans la station spatiale. Tu m'étonnes. Mais bon, tout ça coûte cher et c'est quand même assez... c'est pas Byzance tous les jours, c'est quand même très... je perds mes mots. Réglementé. Réglementé et rationné. Donc c'est quand même... n'allez pas là-haut pour la nourriture. Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire. Ensuite, une des questions, on revient directement sur ton sujet. La deuxième question qui a eu le moins de bonnes réponses, c'était la question sur le trou noir. C'est l'avant-dernière question, la question 9, où j'avais montré l'image du trou noir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des trous noirs, éventuellement de cette image également? Oui, donc déjà la bonne réponse, c'était Jean-Pierre Luminet, Cocorico. Qui avait fait la première simulation. Donc j'ai cru comprendre que beaucoup de gens avaient répondu Stephen Hawking. C'est vrai qu'on associe beaucoup Stephen Hawking au trou noir parce que ce chercheur a découvert un phénomène important, on pense, qui est l'évaporation des trous noirs. Alors avant de parler peut-être de ça, déjà qu'est-ce que trou noir, hein? Je pense qu'on va commencer par là, ça sera plus simple. Voilà. Bon, alors déjà, quand on dit voir un trou noir, c'est pas possible. Hein. Un trou noir, c'est noir. Donc, on ne le voit pas. Un trou noir, c'est un objet dans l'espace qui attire tellement la lumière qu'elle ne peut pas s'en échapper. Donc, un peu comme un satellite qui tournerait autour de la Terre et qui finirait par tomber, la lumière dans un trou noir, c'est pareil. Elle ne peut pas ressortir du trou noir. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le trou noir. La limite du trou noir, d'ailleurs, on appelle ça l'horizon. Comme sur Terre, la Terre est ronde, on ne peut pas voir au-delà de l'horizon. De la même façon, on ne peut pas voir au-delà de l'horizon du trou noir. Et là, sur cette photo, l'horizon serait où, en fait? Alors, l'horizon, on ne le voit pas du tout sur cette photo. D'accord. Le trou noir serait vraiment minuscule si on devait le représenter sur cette photo. Alors, je ne saurais pas exactement dire combien de pixels il ferait, mais il est beaucoup plus petit que l'image. Donc ça, c'est une image qui a été prise en ondes radio, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas des vraies couleurs. C'est des ondes radio qui ont été captées et transformées en images par ordinateur. Du coup, ce qu'on voit en fait, quand on dit qu'on voit un trou noir, c'est ce qu'il y a autour. Il y a plusieurs façons de détecter un trou noir. Jusqu'à maintenant, on détectait pas mal de trous noirs qui étaient en train d'absorber de la matière ou d'absorber des étoiles.
Et en fait, cette matière qui est absorbée par le trou noir, elle va tourner tellement vite. Je vous parlais du satellite tout à l'heure, c'est le même principe. La matière va tomber en spirale sous le trou noir et elle est tellement vite qu'elle va chauffer jusqu'à des millions de degrés. Et à des millions de degrés, la matière émet de la lumière. C'est cette lumière qu'on voit. La lumière de ce qu'on appelle le disque d'accrétion. De la matière qui est en train d'être absorbée par le trou noir, mais qui n'est pas encore absorbée par le trou noir. À partir du moment où elle est absorbée, on ne la voit plus. Là, en fait, là, ce qu'on voit, c'est toujours dans l'espace, finalement. Alors, toujours, bien sûr. Exactement. C'est pas encore dans le trou noir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit là aussi. Alors, ça, c'est un trou noir qui est au centre d'une galaxie. Donc, ouais, je peux même t'afficher d'où est-ce qu'il vient. Ouais, tu peux afficher la galaxie en question. Continue de parler. Voilà. Après, il y a d'autres méthodes aussi pour détecter des trous noirs. Par exemple, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, on a vu qu'il y avait un trou noir, mais on n'a pas ce genre d'image. En fait, on a observé les étoiles qui sont au centre de notre galaxie pendant plusieurs années, et on a vu ces étoiles tourner autour d'un point noir, tourner autour de rien du tout. Et on a pu calculer la masse de cet objet qu'on ne voyait pas et en déduire que c'était un trou noir de plusieurs milliards de fois la masse du solaire. Donc il y a ces deux méthodes qui permettent de voir des trous noirs. Et d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont vu dans l'actualité qu'on avait détecté récemment un trou noir visible, entre guillemets, à l'œil nu, parce qu'il appartient à un système stellaire, plusieurs étoiles qui tournent les unes autour des autres et qui tournent autour de ce trou noir qu'on ne voit pas. Mais les étoiles en question qui tournent autour, on les voit à l'œil nu dans le ciel. Ah, c'est beau ça. Ça peut être sympa du coup de le repérer. Dans quel point du ciel c'est? Ouh, bonne question, question piège. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de l'article, mais l'info est assez facile à retrouver, je pense. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais le trou noir au centre de notre galaxie qui fait plusieurs milliards de fois, si je me souviens bien, la taille de notre Soleil. Est-ce que c'est une taille normale pour un trou noir? Est-ce qu'il y en a des plus gros, des plus petits? Alors, on connaît deux types de trous noirs actuellement. On connaît les trous noirs de type stellaire. C'est des trous noirs qui se forment à la fin de la vie d'une très grosse étoile qui explose en supernova et dont le cœur se contracte jusqu'à devenir un trou noir. Donc ça, ce sont des trous noirs qui vont faire 2, 3, 4, jusqu'à 10, 20 fois peut-être la masse du Soleil, rarement plus. Et on connaît les trous noirs qui sont au centre des galaxies. On ne sait pas trop comment ils se sont formés. On soupçonne qu'ils sont là depuis le début de l'univers. Et bien comme ces galaxies, depuis le début de l'univers, ont formé beaucoup d'étoiles, ont eu le temps de vivre plusieurs milliards d'années. Ce sont des trous noirs qui, en effet, sont très gros parce qu'ils ont eu le temps d'absorber beaucoup de matière. D'accord. Et est-ce que c'est ce trou noir au centre qui donne le mouvement à notre galaxie? Ou est-ce que c'est pas du tout lié C'est une très bonne question. Non, absolument pas. Si vous enlevez le trou noir au centre de la galaxie, on continue à tourner autour du centre de la galaxie comme si de rien n'était. En fait, toutes les étoiles de la galaxie tournent autour d'un point qu'on appelle le centre de masse de la galaxie. C'est un point, c'est-à-dire si on prend toutes les masses de toutes les étoiles de la galaxie et on les concentre en ce point. Voilà, donc on a un point qui représente la masse totale de la galaxie et toutes les étoiles tournent autour de ce point qui n'existe pas, c'est un point mathématique, mais c'est pas la même chose dans le système solaire, mais on s'en rend moins compte. En fait, les planètes et le Soleil tournent autour d'un point qu'on appelle le barycentre du système solaire. Mais comme le Soleil est très lourd, il est quasiment confondu avec ce point qu'on appelle le barycentre. D'accord. Dans la galaxie, ce n'est pas le cas. On a des milliards d'étoiles et il n'y en a pas une qui est plus lourde que les autres qui se trouve au centre. Il y a bien un trou noir au centre, mais s'il n'était pas là, la galaxie tournerait quand même. D'accord. En fait, ce qui me faisait penser à ça, c'est que souvent on voit l'image pour représenter un peu les trous noirs de l'eau dans l'évier avec l'évier qui absorbe. Mais si tu enlèves le tourbillon, l'eau s'arrête, alors que là, nous, on continuera. Ouais, et puis même au-delà de ça, c'est pas un tourbillon au sens où les étoiles tournent autour du centre, à distance constante du centre, et les étoiles ne sont pas en train de tomber au centre. Heureusement, hein, sinon le Soleil, il a déjà fait 20 fois le tour de la galaxie, il serait déjà plus là. On en est à 20 tours. Ouais. En âge galactique, le Soleil a 20 ans.
C'est beau. 5 milliards d'années en âge Finalement, terrestre. on est tous jeunes, finalement. Ouais, c'est pas faux. Ou vieux pour certains. Je vois une petite question dans le chat qui est directement liée à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que devient la matière qui entre dans un trou noir? Est-ce qu'on le sait, Alors, ça? alors non, on ne le sait pas et on ne le saura jamais, malheureusement, parce que C'est dommage. on peut pas avoir à l'intérieur d'un trou noir. Il n'y a pas moyen. Tout ce qu'on peut faire, c'est des théories. Avec la théorie de la relativité d'Einstein, on sait par exemple que, attention, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on sait qu'à l'intérieur du trou noir, a priori, l'espace et le temps s'inversent. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que nous, on est habitué à avoir une dimension temporelle qui est une dimension qu'on ne peut pas contrôler. Le temps, il avance, quoi qu'on fasse. On ne peut pas agir dessus. Et au contraire, on a une dimension spatiale sur laquelle on peut agir. Dans un trou noir, c'est tout l'inverse. En fait, quand vous êtes à l'intérieur du trou noir, vous allez tomber vers le centre indéfiniment. Et du coup, cette trajectoire de tomber vers le centre va devenir quelque chose de temporel, quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Vous allez, quoi qu'il arrive, avancer vers le fond du trou noir. Et le temps, lui, à l'intérieur du trou noir, c'est plus trop, quoi, parce qu'il faut savoir qu'à l'horizon du trou noir, le temps s'arrête. Donc, que se passe-t-il à l'intérieur? C'est fou, les trous noirs. Donc, un objet qui tombe à l'intérieur du trou noir, il n'est pas censé se rendre vraiment compte de la différence, mais pour quelqu'un qui l'observe de l'extérieur, il ne le verra jamais pénétrer, le trou noir. Jamais. Il le verra s'en rapprocher, mais il ne le verra pas le pénétrer. C'est beau, et donc, ça. c'est ce qu'on voit sur l'image que tu as montrée tout à l'heure. C'est de la matière qui est en train de pénétrer dans le trou noir. On la voit se rapprocher, mais on ne la verra jamais, cette matière, pénétrer à l'intérieur, même si on l'observe pendant des milliards d'années. D'accord. Donc finalement, ce que tu viens d'expliquer, c'est pourquoi la fin du film Interstellar est très bizarre. Moi, ça vient de faire tilt dans ma tête. Ça pourrait presque expliquer ça, enfin, à mon avis, mais c'est une interprétation personnelle. Après, dans Interstellar, ils ressortent du trou noir, ce qui, a priori, n'est pas possible d'après les théories actuelles. Après, on ne sait jamais en science. Mais ça paraît assez peu probable. Alors, pour continuer sur la question, là, qu'est-ce que deviennent les objets qui sont dans un trou noir? Par contre, ça me permet de revenir sur Stephen Hawking, parce que lui, il a établi cette théorie qu'en fait, une partie de la matière qui était dans le trou noir pouvait s'évaporer d'une manière qui est due à la physique quantique. En fait, en permanence dans l'univers, il se crée des particules et des antiparticules. Par exemple, un proton et un antiproton, un électron et un anti-électron. Ce sont les antiparticules, c'est des particules qui ont exactement les mêmes caractéristiques que les particules normales, mais avec tout inversé, en fait. La charge est inversée, etc. Et peut-être aussi la masse, d'ailleurs. Si j'avais un antiproton et un proton, là, tu ne saurais pas faire la différence à l'œil nu? À l'œil nu, non. Par la lumière qu'ils enverraient, non. Mais il y en a quand même un qui est chargé positivement et l'autre négativement. Donc, si je mets un champ magnétique, je verrai la différence. Ok. Voilà. Alors, justement, si on met un proton et un antiproton là et qu'on met l'horizon du trou noir entre les deux, et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va rester à l'intérieur et l'autre qui va s'échapper. Et de cette façon-là, une partie de ce qui est à l'intérieur du trou noir s'échappe très lentement, mais les trous noirs s'évaporent. C'est ce qu'a découvert Stephen Hawking. Les trous noirs s'évaporent. C'est beau. Moi, je trouve que c'est une très belle phrase qui va complètement à l'encontre, à mon sens, de l'image qu'on a des trous noirs. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'ils peuvent grossir encore beaucoup? On a une idée de la taille limite qui est autour. Il n'y a pas de taille limite, non. Non, il n'y a pas de taille limite. D'ailleurs, notre univers dans son ensemble est peut-être un immense trou noir. Ce qui en ferait le plus gros trou noir connu. Je ne sais pas vous, mais moi je pense que je vais passer une nuit bizarre à repenser à tout ça. Je ne sais pas de quoi vont être faits mes rêves, mais ça va être bizarre. Ça. Et justement, on parlait d'observation. Je ne sais pas si tu peux nous parler un tout petit peu des ondes gravitationnelles. Ça m'a été demandé avant le live. Alors, justement, je disais tout à l'heure que cette image, c'était une image en ondes radio. On peut observer l'univers dans plein de lumières différentes.
Quand on parle de lumière, de photons ou d'ondes électromagnétiques, il faut bien comprendre que pour un physicien, tous ces mots sont synonymes, c'est exactement la même chose. Alors, on a plusieurs types de lumière. On a la lumière visible qu'on arrive à voir avec nos yeux. On a les infrarouges, les ultraviolets, que beaucoup de gens connaissent. Un peu moins connus, les rayons X qu'on utilise pour faire des radiographies, les rayons gamma, les ondes radio, qui est aussi une forme de lumière. Et puis, au-delà de ça, on a aussi d'autres formes de rayonnement qui ne sont pas de la lumière. Alors, par exemple, les neutrinos sont des petites particules très légères qui sont émises en grande quantité par les étoiles et par les explosions de supernovas, qu'on peut détecter et qu'on peut utiliser, par exemple, pour voir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Parce que les neutrinos, c'est des particules très petites qui traversent la matière. Donc, elles traversent le Soleil et puis on peut comme ça voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il y a aussi les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que l'espace-temps, Einstein nous a expliqué que l'espace-temps, il avait une certaine courbure, en fait. Un peu comme si notre univers, si notre univers était en 2 dimensions, par exemple, c'est un peu comme si nous étions à la surface d'un ballon courbé. Mais cette courbure, elle ne fait pas partie de notre univers, elle est à l'extérieur de notre univers. Notre univers, il a 4 dimensions en vrai, hein, donc cette image du ballon est complètement fausse, il faut en avoir conscience. Oui, c'est une approximation. Mais c'est pour expliquer, voilà, c'est pour expliquer que l'univers peut être courbé, c'est ce qui explique d'ailleurs la gravité. Et en fait, cette courbure de l'univers, elle peut se propager dans l'espace exactement comme des vagues à la surface de l'océan. Et c'est ça qu'on appelle une onde gravitationnelle. Donc, quelque part dans l'univers, par exemple, 2 trous noirs vont fusionner. Et en fusionnant, ils vont créer une explosion de vagues gravitationnelles qui vont se propager. Et on va les détecter depuis la Terre, parce que lorsque ces vagues arrivent jusqu'à nous, elles vont déformer l'espace-temps de pas grand-chose, hein, de moins d'1 milliardième de mètre. Mais avec des lasers extrêmement précis, on va pouvoir voir cette variation de distance infime sur des instruments qui vont se déformer à cause de l'onde gravitationnelle et donc détecter cette onde gravitationnelle. Oui, donc c'est quand même une méthode de détection qui est réservée qu'à des choses assez violentes, en tout cas suffisamment violentes pour faire bouger l'espace et le temps eux-mêmes, quoi. Exactement. C'est pas... Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle émet des ondes gravitationnelles, mais tellement minimes qu'on ne peut pas les détecter, c'est vraiment minuscule. Par contre, 2 trous noirs qui fusionnent, voilà, c'est assez violent, en effet, pour être détectable. Donc on n'est pas prêt d'avoir chacun notre petit détecteur pour faire de l'astronomie, comme on a un télescope personnel, finalement. Non, la gravito-astronomie n'est pas du tout à la portée des amateurs, c'est clair. Il faut savoir que les télescopes à haute gravitationnelle, il faut plusieurs kilomètres de long. Ce n'est pas des petits télescopes. Ça fait du bon télescope. Dernière question sur les trous noirs, je pense que la réponse sera assez rapide. Si on envoie des pots de peinture dans un trou noir, est-ce que ça fait un arc-en-ciel ? J'aime beaucoup cette question. Moi aussi, c'est pour ça que je voulais te la poser. Bah écoute, non. Non, bon, bah tant pis. Voilà. Ça aurait été très très beau, mais non, ça fait du noir. Enfin, on va voir la peinture s'approcher du trou noir, se rapprocher de plus en plus, se décaler vers le rouge et disparaître, et puis voilà. D'accord. Et du coup, la question suivante que je voulais traiter, c'était la question numéro 5. Lorsqu'on regarde dans un télescope, on ne voit que très rarement les couleurs. À votre avis, pourquoi ? Du coup, je pense que tu peux leur expliquer. Déjà, c'est pas à cause des trous, enfin, c'est pas à cause des trous noirs. Non, donc la bonne réponse, il y avait 2 bonnes réponses qui sont complémentaires, qui n'allaient pas l'une sans l'autre en fait. La première, c'est que ce qu'on observe dans le ciel, c'est très loin. Ce sont des étoiles qui sont à plusieurs centaines, enfin dizaines ou centaines d'années-lumière, sachant qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà, donc, ça fait loin. Ça fait loin. Donc c'est très faible. La lumière qu'on reçoit sur Terre, elle est très, très atténuée. Et l'autre réponse complémentaire, c'est que dans nos yeux, on a 2 types de détecteurs. On a des détecteurs qui sont sensibles aux couleurs. Et puis, on a des détecteurs qui sont sensibles plutôt à la luminosité.
Et ce sont ceux-là qui sont les plus sensibles. Ouais. Donc, la nuit, finalement, tous les chats sont gris. Quand il y a peu de lumière, on active nos détecteurs qui sont sensibles uniquement à la luminosité, mais pas à la couleur. Donc, c'est pour ça qu'en observant dans un télescope, on ne voit pas de couleur. Ceci dit, sur un objet assez brillant, on va l'avoir. Si on observe Vénus, par exemple, on verra qu'elle est légèrement jaunâtre. On verra que Jupiter est un peu aussi jaune-orangé, de la même façon pour Saturne. Et ce qui est très beau à observer au télescope, évidemment, c'est Uranus ou Neptune. J'ai jamais observé celle-là. C'est à faire, hein, c'est magnifique. J'avais essayé une fois, mais je pense que le ciel n'était pas assez bon, ou j'étais pas assez bon pour les trouver aussi. Alors, il faut savoir qu'Uranus, elle est visible à l'œil nu. Ah ouais? On la voyait pas, enfin, on la connaissait pas autrefois à l'Antiquité parce qu'elle est très faible et les gens la confondaient avec une étoile, si tant est qu'ils la voyaient. Mais elle est bel et bien visible à l'œil nu. Donc, au télescope, c'est vraiment pas difficile à faire, hein, avec un petit peu d'entraînement. Et c'est très joli de voir ce tout petit point bleu là, des milliards de kilomètres. C'est vraiment magnifique. Donc à tester. Je vous rappelle que cet été, il y aura comme tous les ans les nuits des étoiles organisées par l'Association française d'astronomie avec des soirées astronomie partout en France qui sont gratuites. Donc n'hésitez pas et demandez, allez embêter un petit peu les gens qui sont au télescope. Ouais, leur demander, je veux voir Uranus. De voir voilà, une planète bien loin et bien compliquée à voir. Alors, à condition qu'elle soit visible. À condition qu'elle soit visible. Ça dépend des dates, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux... Après, il y a quand même... Ouais, vas-y. Pour ceux qui ont regardé la vidéo tuto, je parlais du logiciel Stellarium. Avec ce logiciel, vous pouvez prédire finalement si Uranus sera visible cet été et si vous pouvez embêter les astronomes amateurs. Comme ça. Tout à fait. Très bon logiciel. Hein. Il existe d'ailleurs une application gratuite aussi pour les téléphones qui est pas mal, hein, qui permet carrément de viser dans le ciel avec donc toujours Stellarium. Très très complet. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi sur les couleurs, c'est que si vous n'avez jamais observé l'étoile Sirius, il ne faut pas hésiter aussi. C'est une très belle étoile, c'est la plus brillante du ciel, qui est visible l'hiver. Donc là, on peut encore la voir au début de nuit, pas très loin de là où le soleil se couche. Et c'est une étoile magnifique parce qu'elle scintille de toutes les couleurs. C'est pas elle-même qui clignote comme ça, hein, c'est dû à l'atmosphère, mais c'est très très beau à voir. On retrouve presque l'arc-en-ciel qu'on n'a pas eu avec le trou noir, presque. Tout à fait. Ouais, avec Sirius, on a droit aux arc-en-ciel. Et cet été, si vous voulez voir les couleurs aussi, moi, il y avait un objet que j'avais beaucoup aimé quand on me l'avait montré la première fois. C'est un système double qui s'appelle Albireo, qui est dans la constellation du Cygne, si je me souviens bien. Et ce sont deux étoiles qui sont liées entre elles, qui tournent l'une autour de l'autre. Et il y en a une bleue et une orange. On voit très très bien la différence entre les deux. C'est assez joli. Voilà. Donc, essayez de voir ça cet été. Moi, je vous le conseille. Il y a vraiment des choses sympas. Là, on est sûr que c'est visible l'été. Il n'y a pas de doute. Oui, ça fait partie des 3 constellations principales de l'été. Ouais. Est-ce que je crois aux extraterrestres? La réponse est oui. Voilà, comme ça, c'est fait. J'espère que je ne vais pas me faire censurer par YouTube. Bon, bien sûr, tout scientifique qui se respecte croit aux extraterrestres. Après, la question, c'est où est-ce qu'ils sont. On ne croit pas aux ovnis, bien sûr. Mais on est tous assez convaincus qu'il y a de la vie quelque part ailleurs dans l'univers. C'est obligé. Il y avait quelqu'un qui demandait quel était ton domaine de recherche quand tu faisais de la recherche. Alors, moi, j'ai fait de la recherche sur les galaxies. J'essayais de comprendre les galaxies, je les observais en spectroscopie, c'est-à-dire qu'on décomposait la lumière de ces galaxies en multiples couleurs pour faire un arc-en-ciel, justement. Et on regardait, grâce à cette décomposition en couleurs, est-ce que la galaxie contenait beaucoup d'étoiles rouges, ce qui voulait dire qu'elle était plus vieille, ou est-ce qu'elle contenait au contraire beaucoup d'étoiles bleues, ce qui en faisait une galaxie plus jeune. On essayait aussi de savoir ce qu'il y avait comme éléments chimiques à l'intérieur, la quantité d'hydrogène, d'oxygène, de sodium, tous les éléments qui sont fabriqués par les étoiles et qui nous renseignent du coup sur l'histoire de la galaxie. Donc c'est un sujet de recherche passionnant, en plein boom, parce que depuis les années 90, on a de plus en plus accès à des gros télescopes et des instruments extrêmement sensibles permettent d'observer ces galaxies très en détail. Et on en est qu'au début. Pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose à l'histoire des galaxies.
À ce point-là, C'est le début. je pensais qu'on avait avancé quand même. Ben, si, on comprend les grandes lignes, mais justement, l'idée, c'est d'aller un peu plus dans le détail. Une galaxie, c'est pas une étoile. Une étoile, c'est finalement simple. Une étoile, c'est une boule de gaz qui brille. Je dis pas que c'est pas compliqué à modéliser, mais c'est un objet, quoi. Alors qu'une galaxie, c'est des milliards d'étoiles, leurs planètes, le gaz, les poussières. C'est des objets extrêmement complexes. Alors, je vois qu'il y avait une question sur la masse du graviton. Est-ce qu'elle est toujours aussi nulle? Oh, on n'en sait strictement rien. Est-ce que tu pourrais moins préciser ce que c'est qu'un graviton? Parce que je ne suis même pas sûr, moi, de savoir complètement Alors, ce en que fait, c'est. dans le modèle standard de la physique actuellement, on associe toujours une particule à une onde. C'est-à-dire qu'une onde, donc, comme la surface des vagues, correspond à un déplacement d'énergie. Et ce déplacement d'énergie, en physique, on le matérialise par une particule qui va transporter cette énergie. Ça peut être le photon pour les ondes électromagnétiques ou pour les ondes gravitationnelles, donc ça serait le graviton. Mais ce n'est pas parce qu'on a observé des ondes gravitationnelles qu'on a prouvé l'existence du graviton. Pendant longtemps, on observait des ondes électromagnétiques sans pour autant avoir prouvé l'existence du photon. C'est Einstein qui l'a prouvé en 1905. Et avant ça, on n'avait pas du tout la preuve. Ça aurait pu être une onde électromagnétique qui existait comme ça, sans particules, comme les ondes sonores, par exemple, qui sont des ondes qui se propagent dans l'air, mais qui ne sont pas associées à un déplacement d'une particule. Voilà, donc le graviton, pour l'instant, même si on sait que les ondes gravitationnelles existent, on ne l'a pas encore détecté en tant que tel, en tant que particule. Donc, vous dire s'il a une masse, du coup, c'est un peu prématuré. Ça reste quelque chose de théorique pour le moment. C'est totalement théorique pour le moment. D'accord. On va passer à la question suivante qu'on voulait traiter. C'était la question numéro 7. Parmi Terre en métropole, quel est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu? Ouais. On a parlé tous les deux, j'ai bien aimé ta réponse. Ouais. Donc, la bonne réponse, c'était Andromède, hein, celle qui est affichée là, mais pas exactement. J'ai expliqué à Nicolas l'autre jour qu'il y avait une autre réponse, en fait. J'ai parlé tout à l'heure de trous noirs qui se rentraient dedans. Il y a aussi des étoiles qui se rentrent dedans, des fois, ou des étoiles très lourdes qui explosent. Ce sont des phénomènes extrêmement violents qu'on appelle des hypernovas. Et ces explosions, elles émettent aussi des rayonnements dans l'espace, en fait. Et ces rayonnements, on les a détectés dans les années 60 avec des détecteurs à rayons gamma. C'est pour ça qu'on les appelle aujourd'hui les gamma ray bursts, ce qui veut dire sursaut gamma en français. D'ailleurs, pour l'anecdote, on n'est pas passé loin d'une troisième guerre mondiale parce que les Américains, en ayant détecté ces rayons gamma, croyaient qu'ils avaient été émis depuis la Terre par des explosions nucléaires déclenchées par les Russes. Voilà. Heureusement, il y a un astronome qui est venu me dire non, mais regardez, c'est sursauts gamma, on les voit venir de tout l'espace, donc ils ne viennent pas de la Terre, rassurez-vous, ce n'est pas les Russes. Donc, on a été pas loin d'une catastrophe. Toujours est-il que ces événements violents, ces explosions violentes, elles n'émettent pas que des rayons gamma, elles émettent aussi de la lumière visible. Et cette lumière visible, on peut la voir depuis la Terre. Donc, quand il y a une explosion comme ça, très loin dans l'univers, c'est comme un phare qui s'allume à on peut parler carrément de milliards d'années-lumière de distance. Et ce phare est tellement brillant qu'on le voit depuis la Terre à l'œil nu. Ça dure quelques secondes, donc il faut tomber dessus, il faut avoir de la chance. Ouais. Aujourd'hui, l'objet le plus lointain qu'on connaisse dans l'univers, ce n'est pas une galaxie, c'est une explosion on ne sait pas quoi exactement qui a explosé, mais en tout cas, on a vu cette explosion de rayons gamma qui est tellement loin qu'elle est quasiment à la limite de l'univers observable. On pense que cette explosion s'est produite seulement quelques dizaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, il y a très très longtemps, aux confins de l'univers observable. Et cet objet qui est le plus lointain visible à l'œil nu, qui est le plus lointain qu'on ait jamais détecté, c'est aussi l'objet le plus bruyant qu'on ait jamais détecté, parce que pour pouvoir être vu d'aussi loin, c'est qu'il est très brillant.
Et il a été visible à l'œil nu, en effet, pendant quelques secondes. Impressionnant. Super impressionnant, ça. Mm. Il nous reste quelques minutes. Rapidement, il y avait une question qu'on voulait traiter tous les deux, parce qu'on a trouvé que c'était intéressant. C'était il y a eu plutôt des bonnes réponses sur celle-là. C'était la question sur l'impesanteur. En apesanteur, il n'y a plus de haut ni de bas. Du coup, comment les astronautes font dans l'ISS pour avoir un semblant de repère? Donc, la bonne réponse, c'était les lumières au plafond. Ouais. Bien je dans ne savais pas. Est-ce que je l'ai mis ça dans cette photo-là? Toujours de notre cher ami Thomas Pesquet dans la station. On voit bien que tous les tubes fluo sont en haut, entre guillemets, de la station. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment le haut par rapport au sol terrestre? Il me semble, dans mon souvenir, oui. Elle est quand même orientée comme ça, avec la coupola où il prend les photos qui est vers le bas, vers la Terre. Ouais. Et je crois qu'ils peuvent la faire bouger comme ça, mais je doute qu'ils fassent un retournement de pancake. Ouais, ça m'étonnerait parce que sinon ils vont plus capter les messages radio. Donc, Et après, je crois qu'elle est quand même orientée pour de vrai comme ça. Et après, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que comme on le voit sur cette photo, finalement, il suffit que votre collègue se mette un peu la tête à l'envers, et puis, vous savez que les tubes fluo sont hauts, mais pour votre collègue, ça n'a plus aucun sens. C'est pas... Ouais, donc là, faut bien comprendre pourquoi il y a ni haut ni bas dans l'espace. C'est pas parce qu'il n'y a plus de gravité, c'est pas parce qu'on n'est plus attiré par la Terre. Ça, déjà, c'est une chose fondamentale à bien comprendre. La station spatiale ne tournerait pas autour de la Terre si elle n'était pas attirée par cette dernière. C'est la même chose pour la Lune, qui est encore plus loin, qui est bien sûr attirée par la Terre, et c'est pour cette raison qu'elle tourne autour, elle aussi. Donc la gravité dans l'espace, elle est toujours là. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre la gravité, qui est toujours là, et la pesanteur. Ce qu'on appelle la pesanteur, c'est la sensation de son propre poids, la sensation de la force qu'on appelle le poids. L'état de pesanteur. Qui est une force qui n'est pas forcément due d'ailleurs à la force gravitationnelle. Quand vous êtes dans une fusée et que la fusée décolle, il y a une telle accélération dans la fusée que cette accélération crée un poids supplémentaire. On dit que vous ressentez 2, 3, 4 G. Ça veut dire que vous pesez en fait 2, 3 ou 4 fois votre poids normal. Votre poids augmente en fait à cause de l'accélération de la fusée, alors que la gravité n'a pas changé. Donc, la pesanteur, ce n'est pas forcément la gravité. Et l'absence de pesanteur, la pesanteur ou l'impesanteur, pour bien se comprendre, c'est pas forcément non plus l'absence de gravité. Et pour être extrêmement précis, dans la station spatiale, on est en micro-pesanteur. Ça veut dire qu'en fait, les objets qui sont dans cette station, ils ont quand même un poids. C'est-à-dire que si vous posez quelque chose sur un mur de la station, sur une balance, vous allez quand même mesurer un poids très léger, qui est micro, c'est combien déjà? 1 million de fois moins, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Un micro, c'est 1 millionième, ouais, qui est 1 million de fois moins grand que le poids normal qu'on ressentirait sur Terre. Oui, c'est-à-dire que ça en devient tellement petit que ça en devient presque négligeable, finalement. C'est ça, c'est quasiment négligeable, mais pas complètement quand même. Alors cette micro-pesanteur, d'ailleurs, elle est due à quoi? Elle est due à la rotation de la station sur elle-même, par exemple. Il y a la force centrifuge. Quand un objet tourne sur lui-même, la force centrifuge plaque les choses qui sont à l'intérieur de cet objet sur les bords. Et c'est un des phénomènes qui crée une micro-pesanteur dans la station. Il y a aussi l'effet de marée. Les gens qui sont dans la station, qui sont au centre de la station, la Terre est en bas, la station est là, les gens qui sont au centre de la station sont un petit peu moins attirés par la Terre que ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en haut sont encore moins attirés. Et du coup, comme ils ne sont pas tous attirés pareil, bah, ça crée un mouvement. Et ça correspond aussi à une force de l'ordre d'1 millionième de fois la pesanteur qu'on a sur Terre. Si on arrivait à mettre Shane Kimbrough et l'astronaute en biais presque en bas de la station, Thomas Pesquet en Batman tout en haut, on les verrait s'éloigner très légèrement au fil du temps.
si je comprends bien ce que tu dis. Absolument. Il faudrait qu'il soit parfaitement immobile, etc. Mais... Ouais. Et il y a déjà si on laisse des objets sans surveillance dans la station, on va les voir bouger. Hein. Ils ne vont pas rester immobiles indéfiniment. Je pense que le fait de ne pas arriver à les mettre bien stables, bien immobiles, sera plus important que l'effet de marée, à mon avis, quand même. C'est possible. Mais après, il y a un troisième phénomène aussi dans la station spatiale, il y a les frottements de l'atmosphère terrestre. Les gens qui sont dans la station spatiale, ils sont à l'abri de l'air qui est autour. Alors, il y a très peu d'air, hein. On est vraiment dans le vide spatial, mais il y a toujours un petit peu d'air. Ouais. Les gens qui sont dans la station, ils sont à l'abri de ça. Donc, ils tournent autour de la Terre sans être freinés. Alors que la station spatiale elle-même, elle est freinée. Et du coup, en fait, les gens qui sont dans la station, au bout d'un moment, ils finissent par aller plus vite que la station elle-même. Oui. Et ça crée aussi une force de micro-pesanteur supplémentaire. Oui, si je me souviens bien, ils perdent quelques mètres ou quelques dizaines de mètres par mois. Il faudrait revérifier l'information. Mais régulièrement, ils sont obligés de rehausser la station avec les vaisseaux cargo qui viennent. Oui, parce qu'en ralentissant, du coup, en effet, elle perd une partie de la force centrifuge qui la maintient en orbite. Et du coup, elle va avoir tendance à descendre. Elle perd de l'altitude. L'apesanteur n'existe qu'au centre d'inertie de la station. Du coup, non, par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a aussi de la micro-pesanteur au centre d'inertie à cause des frottements. D'accord. Alors, ça fait combien? Ça fait 45 minutes qu'on est là. Je pense qu'à moins qu'il y ait vraiment des questions qui soient hyper tendues sur le chat, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il y avait une question, oui, c'était ont-ils nécessairement besoin d'un haut ou d'un bas? En fait, c'est juste une question de se repérer dans la station. Si on regarde la photo que je vais réafficher, on voit qu'il y a des équipements partout sur la station. Et donc, si un ingénieur au sol lui dit bon, Thomas va chercher l'équipement qui est dans tel module à tel endroit, il faut qu'on sache où est le haut, où est le bas, où est la droite, où est la gauche. Sinon, ça devient très, très vite compliqué. C'est pour ne pas se perdre, en fait. Mais psychologiquement, on n'a pas besoin de haut ou de bas. Psychologiquement, tout à fait. Pour survivre. Il s'en moque. Et on ne le voit pas sur ces photos, et j'en ai pas d'autres à ajouter, je crois. Mais à l'entrée et à la sortie de chaque module, on l'aperçoit ici, c'est la partie bleue qui est tout au fond derrière Thomas. Il y a partout marqué un petit autocollant avec up, down, pour dire le haut est là, le bas est là, au cas où l'astronaute a un problème. Si jamais il cherche la Terre, elle est là. C'est ça, ils savent toujours où est le haut et le bas. C'est pas mal parce que les vaisseaux Soyuz, si je ne m'abuse, ils sont plutôt vers le bas, non? Il me semble, ouais, tout à fait. Ils sont sur la station comme ça, du côté russe, ils sont accrochés par là. À une époque, je crois qu'il y en a un qui pouvait aller à l'arrière, mais il y a des choses qui ont changé un petit peu. Je ne me souviens plus exactement, mais en général, oui, ils sont plutôt en bas. Pour retourner sur Terre, c'est plus simple. Ouais. Encore que des fois, ils font des grosses manœuvres orbitales. Il y en a une qui est sortie sur YouTube il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'est l'agence spatiale russe ou l'agence spatiale américaine qui a montré, ils ont changé un Soyuz de place. Donc on voit tout le décrochage du Soyuz, le pivotement, le réamarrage. C'est assez impressionnant à voir. C'est une très belle vidéo. Je ne sais plus si ça a été fait en automatique ou si c'était piloté par quelqu'un dans la station depuis le sol. Je doute qu'il y ait eu quelqu'un dans le Soyuz à ce moment-là, mais c'était assez impressionnant. Un petit balai de l'espace. C'est ça. C'est exactement ça. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Pour la semaine prochaine, il va y avoir encore une semaine thématique. On va clairement changer de l'espace la semaine prochaine. On va revenir en arrière dans le temps, puisqu'on va vous parler de la préhistoire et plus particulièrement du paléolithique. Donc préparez-vous. Ça va être un grand changement de thématique, mais ça va être bien. Le quiz, normalement, devrait sortir demain. Si on n'a pas de soucis techniques dessus, il devrait sortir demain. Et vous retrouverez la semaine prochaine les conseils lecture également, la vidéo tuto, et un live qui sera changé, puisqu'ça sera mercredi. Vu qu'il y a le pont à partir de jeudi, on va faire ça mercredi soir, donc tout sera décalé d'un jour en avant. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Merci à toi, Fabrice, d'être venu, de nous avoir accordé du temps. C'était très intéressant. Merci de m'avoir invité. Et je dis du coup,
bonne soirée, même heure. Oui, l'heure sera identique, mercredi 18h30. Ça ne change pas. Eh bien, écoutez, merci d'être venu à tout le monde et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et un bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.